Bon, alors aujourd'hui pour cette petite veille, on se retrouve sur le site du Centre de la Cybersécurité Belgium, donc Center for Cybersecurity Belgium. On va voir un petit peu ce que c'est et on va essayer d'analyser une de leurs ressources. Ils ont créé une espèce de framework sur les fondements de la cybersécurité, je pense en 4 volumes. On va essayer de voir un petit peu, de lire un peu le premier et voir un petit peu ce qu'on peut y apprendre. Du coup, qu'est-ce que le Centre for Cybersecurity Belgium? Alors, le Centre de la Cybersécurité Belgique, c'est l'autorité nationale en charge de la cybersécurité en Belgique. Supervise, coordonne et veille à la mise en œuvre de la stratégie belge en matière de cybersécurité. En gros, tout ce qui est cybersécurité, ça passe par là. En tout cas, au niveau national et au niveau de la Belgique. Je pense que ça peut être une ressource assez intéressante, justement, si tu te lances en cybersécurité et si tu cherches ne fût-ce qu'à te renseigner et avoir de l'information sur la cybersécurité, si tu habites en Belgique bien sûr, je pense que c'est déjà un premier bon point de départ. Donc grâce à un échange d'informations optimal, donc ça donne de l'info, les entreprises, les autorités, les opérateurs de services essentiels et les citoyens peuvent compter sur une protection adéquate. Ok, donc c'est exactement ce qu'on disait. Donc le CCB a été fondé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, blabla, enfin bref, voilà. En gros, ça te montre un petit peu ce qu'ils font. Leur mission, donc superviser, coordonner, gérer l'approche, etc. Donc ça c'est un petit peu de lecture, leurs valeurs, etc. On n'ira pas jusque là, mais voilà. Honnêtement, si tu cherches de l'information sur la cybersécurité et que tu es belge, tu habites en Belgique, ou du moins tu es dans le niveau de la Belgique, quoi, c'est vraiment le premier point de départ, la première source d'information dans laquelle tu devrais aller chercher ton information ici. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est du coup ce document-ci, ça a été fait par eux. Et en gros, ce document, c'est un espèce de framework où ils expliquent, en gros, ils donnent des mesures concrètes qui vont viser du coup à protéger les données d'une entreprise, réduire les risques contre les cyberattaques et accroître la cyber-résilience. Ok. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je pense que vous serez assez nombreux à regarder cette ressource-là. Pardon. Alors, cyber fondamentaux, Smalls. Je crois qu'ici ils ont fait plusieurs volets, plusieurs niveaux de mesure. On a pour les petites, basiques, importantes et essentielles. Et nous aujourd'hui on va essentiellement se concentrer sur la SMAL. D'accord. Donc 3 niveaux d'assurance sont prévus, basique, important et essentiel. Nous on va principalement se concentrer sur la version small. Alors, table des matières, donc on a une petite introduction. On a du coup les fameuses mesures. La première mesure, ça va être de protéger toutes les connexions avec l'authentification multifactorielle. La deuxième, installer immédiatement toutes les mises à jour de sécurité. En 3, on retrouve installer un antivirus, basique. Peut-être pas pour tout le monde, évidemment. En 4, on a sécurisé les réseaux. En 5, sauvegarder les données. 6, droit d'administration. Et 7, les recommandations finales. Je sais que sur ce document, ils ont ils se sont pas mal basés aussi sur la norme 27001 ISO. J'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler sur une prochaine vidéo, mais on verra ça après. Alors, introduction. Donc, le cadre des cyber fondamentaux du CCB, donc un ensemble de mesures concrètes qui va viser donc à protéger les données, réduire considérablement le risque de cyberattaque courante et augmenter la cyber-résilience d'une organisation. Donc, ça vise vraiment la protection d'une organisation.
Donc voilà, pour répondre à la gravité de la menace à laquelle une organisation est exposée, en outre le niveau de départ, donc petit, donc parmi les 3 niveaux, donc comme on a lu tout à l'heure, basique, important et essentiel. Le niveau petit permet à une organisation de procéder à une première évaluation, donc première checklist, on va dire, un petit peu plus critique, en excluant les aspects liés au développement interne des applications, bien entendu. Le niveau initial SMAL est destiné aux micro-organisations, donc les petites entreprises, à l'exception des environnements à haut risque, ou aux organisations ayant des connaissances techniques limitées. Voilà, ici on parle vraiment d'une petite boîte, 4-5 employés maximum, quelques produits, rien de bien fou, hein, histoire de... Voilà, on parle pas de... on parle pas de multinationales, on parle pas de grosses PME, non, ici ça vise vraiment les petites entreprises qui ont des connaissances techniques assez limitées, et du coup pas beaucoup d'employés et qui savent pas vraiment comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc ça peut être déjà un premier point de départ pour faire une petite évaluation dans une entreprise. Ok, donc voilà, le cadre est un document évolutif qui sera mis à jour en fonction de blablabla. Alors, premier point, protéger toutes les connexions grâce à l'authentification multifactorielle. Alors, utiliser l'authentification multifactorielle dans la mesure du possible. Toujours utiliser l'authentification multifactorielle pour l'accès à distance. Donc en gros, l'authentification multifactorielle, hein, tu connais, c'est voilà, le fait de double-checker une connexion, donc une authentification, par un deuxième moyen. Donc ça peut être l'envoi d'un token, la validité par une application d'authentification tierce, ou ce genre de choses. Mais bon, ici, je pense qu'ils vont un petit peu nous l'expliquer. Donc, orientation. La plupart des outils d'authentification multifactorielle combinent votre mot de passe avec des éléments que vous possédez. Donc, à savoir un smartphone, un badge, une carte d'identité, un token, enfin bref. Donc, où que vous êtes, du coup, empreinte digitale. En gros, ça va vraiment être un moyen de pouvoir s'authentifier doublement, en fait. Donc, l'utilisation d'éléments multiples pour l'authentification réduit le risque de piratage. Mais évidemment, bah, ça va de soi. Supposons par exemple que je n'ai pas mis de double authentification sur mon adresse email et qu'un pirate réussit par n'importe quel moyen obtenir mon mot de passe. Automatiquement, voilà, il se connecte et il a accès à mes données. Par contre, si je mets une double authentification, ok, il a mon mot de passe, il va essayer de se connecter, et puis bam, double authentification qui est requise, je vais recevoir une notification sur mon smartphone, et du coup, bah déjà, 1, ça va me protéger, 2, ça va faire en sorte que je puisse savoir que mon mot de passe a potentiellement été corrompu, et donc, du coup, de pouvoir le changer. Grandir un petit peu parce que voilà. Alors, encourager tout le monde à utiliser une phrase de passe ou un ensemble d'au moins 3 mots communs aléatoires combinés en une phrase qui offre une très bonne combinaison de mémorisation et de sécurité. Évidemment, les paraphrases, hein, c'est une phrase qu'on peut facilement retenir et c'est quelque chose qui est assez long, d'accord ? Si vous optez pour un mot de passe classique, il doit être long, comporter des majuscules et des minuscules, d'accord, éventuellement des chiffres et des caractères spéciaux. Évidemment, ça, c'est un petit peu la base. Je pense qu'ici, maintenant, la plupart des sites ou des applications, lorsqu'on va se connecter, ben, évidemment, de base, par défaut, ils vont nous demander, dès la création du mot de passe, de créer un mot de passe assez solide. Généralement, c'est quoi? C'est 8 caractères minimum. Il faut qu'il y ait un caractère spécial et également des chiffres et ce genre de choses. Donc voilà.
éviter les termes évidents tels que mots de passe. Ouais, ça c'est... D'ailleurs, il y avait un site comme ça je le retrouve, je leur montre, qui mettait un petit peu les mots de passe les plus courants, ceux qui étaient le plus utilisés. Et notamment, il y a mot de passe qui est password, c'est vraiment le mot de passe à pas mettre, vraiment. Donc les séquences de lettres ou de chiffres comme A, B ou A, B, C, D, E, F, G ou j'en sais rien là. Les nombres comme 1, 2, 3 ou les suites de nombres comme 1, 2, 3, 4, ça c'est vraiment le truc à pas faire du tout. Donc éviter d'utiliser des informations personnelles qui peuvent être retrouvées en ligne. Évidemment voilà, si je mets par exemple la date d'anniversaire, je sais pas moi, de mon chien, et que sur Facebook j'ai un profil qui est totalement ouvert et où je partage des trucs sur mon chien, où je mets oh là là c'est l'anniversaire de mon chien, enfin voilà, c'est des trucs qui on peut facilement faire la liaison. Et ça peut facilement être démantelé en fait. Du coup, deuxième point, que vous utilisiez des phrases de passe ou des mots de passe. Du coup, dans ce cas-ci, soit on utilise des mots de passe, soit des paraphrases. Voilà. Ne les réutilisez pas ailleurs, d'accord. Ne les partagez pas avec vos collègues. Non plus, bah oui, ça c'est la base. Quoique, il y a assez souvent, dans certaines sociétés, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent un logiciel, et comme ils n'ont pas assez de budget pour acheter plusieurs licences, du coup, ils donnent la licence à un des collaborateurs, et celui-là, il met son propre mot de passe, donc il met un mot de passe qu'il utilise dans la vie de tous les jours, qu'il utilise dans plusieurs applications, et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as le nouveau qui débarque, et j'ai eu le cas en plus, t'as le nouveau qui débarque et lui il a besoin d'avoir des accès et malheureusement voilà, faute de budget on peut pas donner un deuxième utilisateur. Du coup t'as ce même collègue qui va aller filer le mot de passe genre en clair comme ça par email au nouveau, et généralement c'est un mot de passe que le mec a déjà utilisé. Enfin voilà, ça arrive assez fréquemment, donc évidemment ici c'est vraiment assez pertinent, donc ne pas partager les mots de passe avec les collègues. Bien entendu, activer l'authentification multifactorielle. S'ils disent voilà, il existe un grand nombre d'outils d'authentification multifactorielle, il est préférable de choisir un outil d'authentification multifactorielle qui offre une variété d'options d'authentification. Donc l'AMF, petit raccourci, et bah du coup de la plus haute importance pour les systèmes orientés vers l'internet, comme par exemple l'accès à distance. Ça va de soi. L'accès à distance peut être réalisé par le biais, par exemple, d'un VPN, donc un réseau privé virtuel, ou d'un RDP, protocole de bureau à distance. Et le dernier petit point, c'est modifier votre mot de passe dès que vous soupçonnez qu'il a été compromis. Ici, ce que tu peux rajouter également, c'est aussi... parfois, il y a un site, encore une fois, voilà, si je retrouve la référence, je le mettrai en description. En fait, c'est un site où je pense que tu rentres ton mail, ton mot de passe, je sais plus trop comment ça fonctionne. Et en gros, il a une base de données pour savoir si les mots de passe sont des mots de passe qui se retrouvent justement dans cette base de données là. Et comme ça, tu peux savoir si ton mot de passe, oui ou non, il a été compromis ou pas. Voilà, ça c'est pour la première partie. Assez costaud quand même. Voilà, qui était de, au final, protéger toutes les connexions grâce à l'authentification multifactorielle. Mais on a vu aussi certains conseils par rapport au mot de passe. Et ça, c'est assez bien. C'est pas mal. Jusque-là, c'est assez pertinent.